qui nous réunit ce matin, c'est la situation de notre pays. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, notre pays est secoué par une vague de mutinerie et les événements se sont accélérés ces derniers jours puisqu'on a eu des arrestations non seulement de directeurs de publication, mais aussi de journalistes. Leader est un parti politique qui est au cœur de l'actualité, mais surtout au cœur de ce qui préoccupe et inquiète les Ivoiriens, ne pourrait pas rester affamés par cette situation. Et ce qui justifie cette conférence de presse qui sera dirigée par le professeur Koulibaly Mamadou, président de Liberté, Démocratie pour la République. Je vous prierai de mettre vos téléphones sous silence, ne pas couper la quiétude de l'intervention. Déjà qu'on est très souvent troublé par des coups de feu dehors, pour pas que des coups de feu nous trouvent ici dans la salle. Donc je vous prierai de mettre vos téléphones sous silence et à la suite de l'intervention du président Koulibaly, vous aurez la latitude de poser vos questions si éventuellement vous en avez. Merci. Merci Arnaud. Messieurs, bonjour. Cette conférence de presse a été initiée de façon urgente, compte tenu de la situation que nous vivons dans le pays. Hier, nous avons été informés ici que 6 directeurs de publication, en tout cas 6 journalistes de différents organes, si j'ai bonne mémoire, Soir Info, l'Inter, le Quotidien, le Temps, LG Info, l'autre fois, je crois bien, ont été arrêtés, interpellés, on dit. Et puis alors que nous pensions qu'en fin de journée, les choses auraient été plus claires, qu'ils auraient été libérés, on apprend qu'ils ont été transférés au camp de gendarmerie d'Alban, où ils ont très probablement passé la nuit. Et surtout, qu'il leur a reproché de porter atteinte à la sûreté de l'État, de divulguer de fausses informations. Nous ne sommes pas juges, mais la situation nous a interpellés quand même. C'est aux procureurs, aux policiers, aux gendarmes de faire leur travail, mais arrêter des journalistes parce qu'ils ont diffusé des informations et les accuser de porter atteinte à la sûreté de l'État, compte tenu de la situation de mutinerie, nous a interpellés. Depuis le début de l'année, il y a une série de mutineries qui se déroulent dans nos différentes casernes. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore été capable de répondre à des questions précises que la population se pose là dehors. Et au lieu de le faire, c'est lui, le gouvernement, qui accuse les autres de diffuser de fausses informations. Qu'est-ce qu'il en est? Le gouvernement, on apprend tous un matin qu'il y a des militaires qui tirent à Bouaké, et puis ensuite dans plusieurs autres villes de Côte d'Ivoire. Les médias des services publics font silence là-dessus, c'est la rumeur. Et les médias privés qui informent. Le gouvernement ne trouve pas ça drôle, parce que les populations des villes dans lesquelles il y a ces mutineries sont aussi des contribuables ivoiriens, payent leurs impôts et ont droit d'avoir la bonne information, là où elles sont. Rien n'est dit, et c'est la rumeur. Il paraît que ça tire à Kouedo, Daloa, Ouaké, Daougro, vrai ou faux. Lui ne fait pas son travail, mais il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas d'accusation de non-diffusion de bonnes informations. Qu'ils ont un accord avec le gouvernement qui a promis leur verser une prime économique. Personne ne nous donne le montant de cette prime. Le gouvernement ne nous explique pas ce que c'est. D'ailleurs, on a plusieurs sons de cloche. Certains membres du gouvernement, Conseil des ministres, je crois que c'est le porte-parole, qui nous dit que les primes en question sont légitimes parce qu'elles dérivent des accords politiques de Ouaga.
D'autres membres du gouvernement, anciens ou nouveaux, mais du parti au pouvoir, nous expliquent que non, ça ne vient pas des accords politiques de Ouaga, mais ce sont des promesses faites par l'opposant Ouattara à ceux qui pouvaient l'aider pour accéder au pouvoir. Quelle est la vraie information? Le gouvernement n'est pas capable de rassembler et les mutins et les journalistes, et puis de façon transparente, poser la question, et puis que les gens repartent avec la vraie information. Il y a des rencontres qui se font, et puis tout le monde sort de là, personne n'a des informations claires. Mais aucune des deux options ne tient en réalité. Le gouvernement diffuse une fausse information quand il nous dit que ça vient de l'accord politique de Ouaga, il n'en est rien. Vous lisez l'accord politique de Ouaga, nulle part il a dit que les militaires concernés allaient recevoir 5 millions de francs, une maison ou 12 millions de francs. Nulle part. Fausse information, mais personne n'est arrêté, personne n'est emprisonné, personne n'est inquiété. Le gouvernement, un autre côté du gouvernement nous dit que c'est simplement un arrangement que le candidat Ouattara a eu avec des combattants. Aidez-moi à accéder au pouvoir et puis je vous payerai. Les Comores devaient venir en Côte d'Ivoire pour faire le travail d'expulsion de Gbagbo du pouvoir, mais comme en définitive on a le choix, si vous, militaires, combattants, vous venez avec nous, l'argent qui était prévu pour Ecomog, il est dans votre poche. Si Ecomog vient, c'est eux qui gagnent l'argent. Si vous vous engagez, Ecomog ne viendra pas. Les mutins racontent cette histoire. Le gouvernement ne convoque pas une conférence mutin presse, députés et autres, pour poser la question et puis trancher clairement. Rien n'est fait, mais quand vous regardez, l'Ecomog n'est jamais intervenu en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de contrat entre l'Ecomog et la Côte d'Ivoire pour verser quelques primes, que ce soit les soldats, et puis l'Ecomog même, quand ses forces interviennent à l'étranger, c'est la CEDEAO ou les bailleurs de fonds qui payent. Est-ce que ces soldats qui sont intervenus en Côte d'Ivoire se croyaient dans un pays étranger pour prétendre à la prime Ecomog? Le gouvernement ne nous dit rien. Il n'y a pas de débat dans une triade mutin, gouvernement et la presse pour informer les populations sur la réalité. Diffusion de fausses informations, parce qu'en réalité, il n'y a aucun contrat, sinon il faut que le gouvernement nous montre ce contrat qui est lié à la CEDEAO pour dire on va venir vous aider, voilà le coût. Il n'y a aucun contrat entre le gouvernement et ceux qui se mutinent aujourd'hui. Sinon alors, mettons au défi le gouvernement de nous présenter le document signé, que ce soit à Ouattara l'opposant ou Ouattara le président au Golfe, un document signé qui atteste que bon, si vous faites le travail, vous serez payé. Personne n'est poursuivi, pourtant le gouvernement diffuse de fausses informations pour nous faire croire que cet argent qui va sortir des poches du contribuable, c'est de l'argent, ce sont des dépenses justifiées. Autre fausse information circulée par le gouvernement, combien les bulletins sont-ils? 8300, 8500, 8600, 12 000, 15 000, 22 000, on n'en sait rien. Les chiffres sortent de tous côtés. Le gouvernement n'est pas capable de mettre dans une salle les mutins, la presse et lui-même gouvernement pour trancher sur la question et que tout le monde part avec une information correcte. Ce n'est pas fait. Personne n'est arrêté, personne n'est inquiété. Diffusion de fausses informations, le gouvernement ne sanctionne personne. Les mutins disent qu'ils veulent une maison et puis 5 millions. Ceux d'Adiaké disent qu'ils veulent 17 millions. Ils passent même dans des télévisions encagoulées pour dire qu'ils sont prêts à faire le sacrifice suprême. Le gouvernement nous dit que tout est rentré dans l'ordre, mais il n'est pas capable de mettre les mutins d'Adiaké, les mutins de Bouaké et la presse pour dire au public, voilà la réalité des choses, voilà la solution qu'on a trouvée. Silence radio, diffusion de fausses informations, manipulation de l'information, personne n'est arrêté, personne n'est emprisonné, personne n'est inquiet. Alors, comment ce gouvernement
peut-il aujourd'hui se lever et accuser des journalistes qui font leur travail, diffusent des informations et les accuser de diffuser de fausses informations? Si vous dites que l'information des journalistes est fausse, c'est que vous la comparez à une information vraie. C'est quand on a un repère, on voit ce qui dévie par rapport au repère. Mais alors, votre information vraie, elle vient d'où? Est-ce que les informations vraies pour le gouvernement sont aussi celles qui sont vraies pour les bulletins et elles sont vraies pour la presse? Pourquoi le gouvernement ne fait pas une discussion générale pour nous dire que tout est terminé, les bulletins de Bouaké, la Diaké, de Daokoro là, et puis la presse là, et puis tout le monde s'explique, on sait combien ils sont, pourquoi on doit leur payer de l'argent, et puis quand est-ce qu'ils ont été payés, et d'où l'argent sort, et l'argent payé, pas payé. Vous ne faites pas cela, et puis vous arrêtez des gens pour diffusion de fausses informations. Les leaders ici, nous condamnons cela parce que c'est dangereux pour la démocratie. Vous me direz qu'on n'est pas en démocratie, mais c'est dangereux pour la République parce que la République doit donner le moyen à chaque citoyen de pouvoir se défendre. Chacun d'entre nous. Et ce moyen-là, c'est la justice. La démocratie nous permet à nous tous d'aller faire des activités ou bien de voter et la majorité décide. Mais en République, le pouvoir de cette majorité est bloqué par la défense du droit de chaque individu. Le droit de chaque individu. Donc, quand vous êtes dans une situation dans laquelle le droit des individus peut être violé impunément, sans conséquence, simplement parce que celui qui a le pouvoir a décidé que ça doit être violé, la République est en danger. La République est en danger. Ça veut dire que, bon, à tout moment, les repères peuvent changer. On peut arrêter n'importe qui. Vous me direz que ce n'est pas nouveau, c'est une tradition, c'est congénital au régime, mais ce n'est pas parce que c'est congénital qu'il ne faut pas en parler. C'est dangereux. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a des gens qui ont pris dans toutes les villes de Côte d'Ivoire leur kalash, qui ont tiré en l'air, qui ont blessé les populations. Le gouvernement ivoirien ne les a pas accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Les gens ont pris des fusils, pris en otage le port autonome d'Abidjan, la société ivoirienne de raffinage, des entreprises un peu partout en Côte d'Ivoire, bloquer le passage dans des villes, dans des cités, empêcher les voitures de passer, gaspiller les munitions que le budget de Côte d'Ivoire achète pour eux. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas trouvé que ces personnes-là portaient atteinte à la sûreté de l'État. On a vu des gens tirer en l'air, oui, tirer en l'air, les balles atterrissent sur les toits des gens, font des trous dans les toits, blessent des personnes. On se contente de nous dire, le ministère de la Défense les a pris en charge et seront soignés dans les hôpitaux dans de bonnes conditions. Personne ne parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais des journalistes qui prennent leur plume pour dire, puisque vous ne nous donnez pas les deals que vous avez avec les mutins, nous, selon nos renseignements, voilà les deals que nous avons. On dit qu'ils diffusent de fausses informations, la République est en danger. L'atteinte à la sûreté de l'État ne vient pas de la plume des journalistes, vient plutôt de ceux qui, de proche en proche, parce qu'au commencement c'était des casernes à Bouaké, et puis ça se termine par les forces spéciales, c'est-à-dire la garde la plus rapprochée du président de la République. Et là, on arrête les journalistes pour atteindre à la sûreté de l'État. Combien de soldats des forces spéciales ont-ils été arrêtés pour atteindre à la sûreté de l'État? Combien? Ils ont blessé des gens à Diaké, ils ont blessé des gens à Bouaké, ils ont blessé des gens à Cocody, un peu partout. Ils ont perturbé l'activité économique. Non, non. Le gouvernement ne voit pas ça. Un leader, on condamne cela, trouve que ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien du tout. Nous, quand nous avons voulu manifester, nous avons écrit au préfet, on a eu de longues heures de discussion avec le préfet, qui nous a dit non, non, vous ne marchez pas, on ne peut pas vous permettre parce que vous allez troubler l'ordre public. Depuis plus d'un mois,
des militaires troublent l'ordre public dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Ils sont tous aussi citoyens ivoiriens et puis personne ne leur pose des questions là-dessus. On se contente de communiquer laconique. La hiérarchie militaire et le gouvernement ont discuté avec les soldats mutins et nous sommes trouvés à un accord. Nous sommes tombés d'accord sur quelque chose, nous sommes arrivés à un accord. On s'agenouille, on demande pardon et puis c'est fini, on tourne la page. Mais l'ordre public a été troublé. Et ces jours d'emploi, de travail qui ont été perdus. Et ces entreprises qui ont perdu des biens, qui ont perdu. Et le traumatisme, personne ne calcule le traumatisme. Pourtant, les populations ivoiriennes sont encore traumatisées par ce qui s'est passé ici en décembre et avril 2011. Personne. Comme des bestiaux, nous on peut nous traumatiser, il n'y a rien. Regardez le lycée français, il a suffi que quelques mutins aillent tourner là-bas, que les jeunes élèves voient les fusils, et puis automatiquement, la première décision de l'école, comme Mermoz d'ailleurs, ça a été de rassurer les parents, nous allons apporter une assistance psychologique aux enfants et aux parents qui le souhaitent. Assistance psychologique. Mais nous, depuis 2011, on s'amuse, on nous tire en l'air, on nous tire dessus, on nous tire à côté, on nous arrête, on nous emprisonne, on nous relâche. Oh, la psychologie, c'est pas grave. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public à cela. À leader, on trouve cela révoltant. Les militaires qui se mutinent sont des soldats ivoiriens. Ils ont les mêmes droits que n'importe quel citoyen de Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir un standard à double niveau. Un niveau pour les fonctionnaires qui manifestent, eux on peut les gazer, les matraquer, en arrêter et puis les relâcher. Un niveau pour les étudiants qui manifestent, eux on peut les matraquer, les gazer et les relâcher. Un niveau pour les militaires, eux quand ils manifestent, on court, on va leur distribuer de l'argent et puis on dit aux populations, c'est fini, tout est rentré dans l'ordre. On n'est plus en République. En République, tout le monde est égal devant la loi. Tous. À partir du moment où, pour la même loi, vous faites une catégorie supérieure puis une catégorie inférieure, vous faites des discriminations favorables à ceux qui ont les fusils et des discriminations défavorables à ceux qui n'ont pas les fusils, nous ne sommes plus en République. Nous ne sommes plus en République. Dans l'Assemblée nationale, au moment où les accords de Ouagadougou ont été conclus, aujourd'hui, le gouvernement persiste que c'est l'accord de Ouagadougou qui dit effectivement qu'on doit payer ces bulletins-là et que ce serait un annexe de cet accord, c'est-à-dire quelque chose de confidentiel, mais qui ne serait pas transmis, qu'on n'en a pas mis effectivement dans la mouture finale, mais qu'on a décidé au moment des négociations. On voulait un peu en savoir plus. Ouagadougou avait des volets confidentiels. Pas du tout. Deux, si des volets confidentiels existent, je pense que maintenant, on est sorti de l'accord politique de Ouagadougou depuis longtemps. Le gouvernement peut publier ces volets confidentiels. Le gouvernement met sur le site du gouvernement ou du ministère de la Défense les volets confidentiels de l'accord politique de Ouagadougou. Tous les acteurs sont encore là, vivants, même s'ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, ils sont tous là. Bon, qu'on diffuse. Si le gouvernement ne veut pas diffuser, bon, la commission d'enquête parlementaire compte. Le président, l'ancien président du Burkina Faso est ici, la commission d'enquête parlementaire peut aller lui poser la question. Un des signataires est président de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête peut lui poser la question. Les deux autres signataires, Bédié et Ouattara, sont là. Les parlementaires peuvent aller leur poser la question. Ils pourraient même demander à aller à La Haye, poser la question au président Gbagbo, et puis confirmer le contenu de ces accords secrets. Mais tant que ce n'est pas fait, tant que ce document n'est pas publié, il ne faut pas qu'on nous dise qu'il y a des fausses informations qui sont diffusées par la presse. Si vous avez la presse, donnez-la. Si vous ne la donnez pas, laissez les journalistes faire leur travail. C'est tout. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait
de volets cachés. Ça m'étonnerait. Tout ce que l'accord de Ouaga a dit était diffusé, connu, signé et non respecté. Non respecté. L'accord de Ouaga a dit le désarmement. Bon, il n'y a pas eu de désarmement. Tous les combattants qui devaient être désarmés, on les a tous pris, on les a mis dans l'armée régulière. C'est eux qui sont devenus l'armée régulière. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de désarmement. Tout le schéma de l'ADDR, du CNDDR, ça n'était que de la fumisterie grotesque pour nous. On allait chercher des gens pour lesquels on a fait le DDR. On s'est adressé aux mairies, aux conseils régionaux, aux conseils généraux. Trouvez des gens, vous n'avez pas des jeunes chevaux, là, on va 800 000 francs, une petite formation. Mais les vrais sont devenus militaires. Il n'y a pas eu de désarmement. Avant-hier, ils ont arrêté des coupeurs de route là-bas, du côté de Frona, Niakara, mais il y avait des armes, de nombreuses armes enterrées là. Vous pensez qu'ils les ont eues pour ça? Il n'y a pas eu de désarmement. On s'est un peu foutus les uns des autres, puis bon, le résultat est là. L'accord de Ouaga n'a pas été appliqué. Le volet confidentiel, moi j'aimerais bien le voir. Qu'on le déclassifie et puis qu'on le mette à la disposition de la presse. Et puis en ce moment-là, chacun saura de quoi il est question. Et d'ailleurs, ça va être intéressant parce que à l'époque, tous ceux qui devaient être concernés, on verra la liste annexée. Est-ce qu'ils sont tous vivants encore? Parce qu'à l'époque, je me souviens que l'accord de Ouaga cherchait même 5000 combattants de FAFN pour la sécurisation des élections ici, mais ils ont eu tout le mal possible pour trouver les hommes. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans l'armée. Je n'ai rien contre eux. Moi, si j'ai la possibilité, ils ont eu des droits à l'État ivoirien, leur a donné des droits. Ils sont devenus militaires, ils sont pompiers, douaniers, policiers, gendarmes, gardes forestiers, gardes pénitentiaires. Pas de problème. Dans la continuité de l'État, on prend ça. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on aille chercher l'argent du trésor public pour donner à des gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez pas remarqué que les chantiers de Ouattara sont arrêtés un peu partout maintenant? On bouchait des trous entre Ouaké et Katoula. Arrivé à Frona, ils ont arrêté. Ça fait 2 mois, les gens qui faisaient ça n'ont pas eu d'argent. Ils ont arrêté. L'argent là, c'est parti où? C'est ça. On prend pour donner de l'autre côté. Dans les finances publiques, si vous prenez d'un côté pour donner à l'autre, celui qui gagne est content, celui qui paye est fâché, mais la richesse globale n'augmente pas. Au contraire, si moi j'ai vu que c'est avec les fusibles que tu as pu avoir, pourquoi je vais aller au champ? Pourquoi je vais aller au champ? Les fusibles peuvent régler, je peux régler ça comme ça. Donc, M. Pouillot, lançons le défi au gouvernement qui déclassifie l'accord secret, puisque maintenant tout le monde en parle. Donc il déclassifie et puis qu'il nous publie cet accord avec les termes exacts. À ce moment, chacun pourra évaluer et que le Parlement soit saisi pour l'application de ce volet confidentiel de l'accord de Ouaga, que les députés calculent le coût effectif et qu'on nous dise qui va payer. Est-ce qu'on prend une taxe sur l'anacarde? Est-ce qu'on prend une taxe sur les jeans? Est-ce qu'on prend une taxe sur les téléphones cellulaires, le courant, l'eau? Qui va payer? Parce que l'argent du budget de l'État, là, bon, c'est déjà calibré. Dans les bons pays, c'est comme ça en fait. Merci bien. Afrique amicale, je voulais revenir sur le fait que vous avez annoncé tout à l'heure que c'est comme cela que commence la dictature. En quoi le fait d'emprisonner ces journalistes-là constitue le début ou la mise en marche d'une dictature? Et deuxième question, certains partis, notamment le FPI, ont appelé à la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale de transition compte tenu des nombreux soubresauts, la crise sociale, les mutineries, le problème de réconciliation nationale. Quelle est la position de leader sur ce gouvernement? Merci bien. La montée en puissance de la tendance dictatoriale de ce gouvernement vient des 2 éléments, entre autres l'accusations portée contre les journalistes. Le premier élément, c'est l'atteinte à la sécurité de l'État.
avec des plumes et un clavier, je ne vois pas comment des journalistes peuvent porter atteinte à la sûreté de l'État de Côte d'Ivoire que nous connaissons. Donc c'est un abus. Et si nous laissons faire l'abus, un jour on nous dira que porter une cravate peut porter atteinte à la sûreté de l'État, porter des tennis peut porter atteinte à la sûreté de l'État, se couper les cheveux peut porter atteinte à la sûreté de l'État. Parce que, et c'est cet abus, ce n'est pas un abus trivial à maîtriser, au contraire, c'est parce que la chose ne tient pas les rails qu'il faut tout de suite la dénoncer. Le deuxième élément de cet abus, c'est la divulgation de fausses informations. Si vous dites que les journalistes ont divulgué de fausses informations, c'est que vous avez la vraie. Alors, si vous avez la vraie, il faut confondre et les journalistes et les populations. Vous mettez la vraie à côté, vous mettez celle des journalistes à côté. C'est pas, quand je dis la vraie, je ne parle pas du communiqué du gouvernement. Non, non. Le communiqué du gouvernement a la même valeur que le contenu des journaux. Même valeur. Ce dont je parle, c'est que les journalistes disent que vous avez payé 5 millions au butin et vous avez programmé 12 millions sur un an. Vous dites que c'est de la fausse information, vous réunissez les butins, vous réunissez les journalistes, et puis vous, gouvernement, vous êtes là, à la télévision en direct. Puisqu'il n'y a pas de programme à la RPI, on peut au moins faire ça. Et puis en ce moment, les journalistes vont poser la question aux mutins. Messieurs les mutins, vous mutinez pourquoi? Et puis, quand les journalistes finissent, on demande au gouvernement, mais pourquoi depuis 2011 que vous êtes au courant, vous n'avez rien fait? S'il y a des accords secrets, si vous vous étiez engagé, pourquoi depuis 2011 vous n'avez rien fait? Vous attendez que les gens se lèvent maintenant pour traumatiser les populations d'Adiaké, traumatiser les populations de Poitiers, les populations de Cocody. Ça tire, ça tire, ça tire, alors que dans notre pays, on n'a pas de suivi psychologique des populations traumatisées de cette façon. Et les journalistes, si cette confrontation n'est pas faite, que les journalistes sont arrêtés, c'est un abus. Et ce type d'abus porte atteinte cette fois à la République. Parce que l'idée de la République, c'est l'égal traitement de tous. L'égal traitement de tous. La démocratie donne des pouvoirs à la majorité d'imposer ses vues. La République donne les moyens juridiques à chacun d'entre nous de se défendre. S'il n'y a pas cet élément de défense, qu'on peut arrêter les journalistes simplement pour ce motif-là, je trouve qu'il y a un abus et la République est en danger. Et si vous mettez la République en danger, avec ces deux éléments-là, nous sommes tous concernés. Hein. D'où la condamnation de cette dérive dictatoriale en plus. Elle n'a pas commencé maintenant. Hein. À chaque fois, nous mettons en garde. Chaque parti politique a sa façon d'aborder la situation actuelle. Nous, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de mettre les journalistes face au bulletin de façon tripartite, qu'on pose des questions et puis qu'on tire au clair, que l'Assemblée nationale ouvre une session d'information parlementaire, on demande au ministre de la Défense de venir s'expliquer devant les députés, et qu'on demande au chef d'état-major des armées de venir s'expliquer devant la commission de défense de l'Assemblée nationale, et puis que l'Assemblée nationale mette en place une commission d'enquête parlementaire pour aller dans toutes les casernes, évaluer, auditer l'accord politique de Ouaga, écouter les militaires, écouter les gouvernants pour savoir où se trouve la vérité. Et que si on a l'information vraie, sortie soit de la confrontation du gouvernement et des militaires devant la presse, sortie de la commission d'enquête parlementaire, alors en ce moment on pourra accuser les uns et les autres d'avoir divulgué de fausses informations. Si on n'a pas ça, c'est un abus. C'est un abus. De la même façon que cet abus se manifeste par le fait que lorsque les fonctionnaires manifestent pour leur prime, leur retraite et le reste, on leur tape dessus, on les gaze, on en arrête
quand les étudiants manifestent pour les mêmes raisons, on leur tape dessus, on les gaze, on les arrête. Quand les militaires manifestent, on leur fait rien. Au contraire, très tôt on se dépêche pour dire oui, vous serez payés. Ont-ils eu les autorisations préfectorales ou gouvernementales pour manifester? Non. Ont-ils perturbé l'ordre public? Oui. Ont-ils mis en danger la sûreté de l'État? Oui. Ont-ils mis en danger la sécurité des populations? Oui. Au lieu de poursuivre ceux qui troublent l'ordre public, mettent en danger les populations, dépensent les munitions qui sont rares déjà dans notre armée, non, on va attraper les journalistes qui ne sont qu'un thermomètre. Si ça ne va pas, moi j'écris que ça ne va pas, vous venez m'accuser parce que j'ai écrit que ça ne va pas, mais vous ne résolvez pas le problème. Si quelqu'un n'a pas lu que le thermomètre dit qu'il fait 39 de fièvre, vous cassez le thermomètre et la fièvre est là. Vous pourrez arrêter tous les journalistes de Côte d'Ivoire, ça ne résoudra pas la question de la mutinerie, qui n'est que le retour de bâton de la mauvaise gestion de l'accord politique de Ouaga, la mauvaise gestion du désarmement, la mauvaise gestion de la réforme du secteur de sécurité en Côte d'Ivoire. Bon, le retour de bâton est là. Au lieu de reconnaître son incompétence et son incapacité à résoudre les problèmes sociaux, parce que le gouvernement, lui, il était convaincu que bien travailler, c'est faire des goudrons et des ponts. Travailler sur la matière inerte. Acheter du ciment, construire des usines de goudron, et puis gravier ciment, et puis on fait des routes. Mais gouverner les hommes, gouverner un pays, ce n'est pas travailler sur la matière inerte, c'est aussi travailler sur les relations sociales, les relations politiques, les relations humaines. Avec les opposants, on a dit, oh, qu'ils quittent là, ils ne représentent rien. Avec la société civile, foutez le camp, on vous donne un peu d'argent, vous allez goûter. Avec les militaires, on leur donne de l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes sociaux ou les problèmes politiques d'un pays. On s'assoit et puis on se parle. On pose les problèmes, on ne les déplace pas. On leur trouve des solutions. Ça va faire mal à certains, mais ce sont des solutions. Au moins, ce sont des solutions. Mais avec l'argent, il n'y aura jamais suffisamment d'argent pour donner à tous ceux qui ont des besoins de revendication en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le taux de pauvreté est proche de 51%. Vous pensez que si tous ceux qui sont en dessous de la ligne de pauvreté, qui est estimée, si on l'estime même comme ça, à $1 par jour, ça fait 30 000 francs par mois, quoi. Si si on estime cette ligne de pauvreté et puis on multiplie par la moitié de la population, le gouvernement n'aura jamais suffisamment d'argent pour faire face à ça. Ce n'est pas à coup d'argent qu'on règle les problèmes sociaux. Nous nous arrêtons là. Ça, c'est notre option. On ne jugera pas les options des autres partis politiques. Guillaume. D'accord. Sud-Est Média. Oui. J'ai pris un peu la conférence en marche, mais je voudrais poser une question parce que nous avons remarqué, c'est toujours la même chose. Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, les partis politiques se réunissent, ils font des conférences de presse, mais au fond, bon, j'ai l'impression que soit le pouvoir en place n'écoute pas ou n'entend pas. Vous l'avez dit tout à l'heure que ce qui se passe dans notre pays tend vers la dictature. Bon, j'aimerais savoir si on peut trouver des solutions démocratiques face à un pouvoir qui exerce la dictature. Oui. Pour être durable, les solutions imposées par la force ne peuvent pas durer. Jamais. On a imposé les FRC, on a pensé que l'adversité viendrait de ceux qui n'étaient pas FRC, de l'ancienne armée. Bon, on se rend compte que l'adversité ne vient pas des autres, ça vient de l'intérieur. On n'a pas fait le désarmement, la crise est là. Dans un pouvoir, si un pouvoir n'écoute pas les populations, ne discute pas avec elles, ignore complètement son Assemblée nationale, ignore son opinion, pense pouvoir contrôler tous les propos, toutes les communications, tous les discours de tout le monde, et si ce pouvoir-là gère le pays, ça peut durer, mais ça sera qu'une dictature, et ça se termine toujours mal.
ça se termine toujours mal. Soit par des guerres, soit des diffusions. Le Libéria a fait ça à un moment donné. Vous savez ce que ça a donné après? Quand le pouvoir central n'avait plus beaucoup de moyens pour donner à tout le monde, chaque groupe organisé allait prendre une zone du pays où il y avait des richesses à tirer. On va en cadre d'une zone, il y a du diamant ici ou de l'or ici, et puis on prend. La Somalie a fait ça. Au Libéria, ça nous a donné quoi? Charles Taylor, Prince Johnson, Samuel Doe. Et puis bon, et le Libéria aujourd'hui, ils n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'infrastructure. Pourtant, la guerre est finie il y a longtemps, le traumatisme est profond. Vous pensez régner par la dictature, parce que c'est moi, je fais tout. Et puis bon, ça peut vous échapper, parce que nul n'est suffisamment fort pour contrôler tout le monde en même temps et pendant longtemps. Il y a quelque chose qui échappe, toujours. La deuxième question est presque une préoccupation. Est-ce que vous ne pensez pas que la force de ce régime-là soit la faiblesse de l'opposition, déchirer une opposition un peu trop faible qui n'arrive pas à tenir tête au pouvoir en place? Vous ne pensez pas que la force de ce pouvoir-là, c'est la faiblesse de son opposition? Non, il ne faut pas opposer ce pouvoir et l'opposition. Il faut opposer ce pouvoir au peuple de Côte d'Ivoire. La force de ce pouvoir, c'est le traumatisme causé au peuple de Côte d'Ivoire et en définitive la peur qu'il y a dans les entrailles de ce peuple de Côte d'Ivoire. Le pouvoir, lui, peut changer. Aujourd'hui, c'est Ouattara, demain ce sera Koulibaly, après-demain ce sera Patrick, et ainsi de suite. Ce sera toujours le pouvoir. Mais autour du pouvoir, il y a le peuple de Côte d'Ivoire. Le titulaire du pouvoir, c'est le RDR, le PDCI, leader, etc. Mais tant que les relations ne sont pas démocratiques à l'intérieur du pays, vous changez les titulaires du pouvoir, vous aurez les mêmes conséquences sur la population de Côte d'Ivoire. L'opposition, c'est une position politique qui consiste à un moment donné à ne pas être d'accord avec le gouvernement. Ce n'est pas un groupe. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en 2008, 2009 ou bien même avant, ils étaient opposants. Donc la position politique, il ne faut pas la confondre avec le groupe. Il faut opposer la force de ce pouvoir à sa capacité à désarmer complètement les populations ivoiriennes. Comment est-ce qu'il fait pour les désarmer? Ils opposent les gens les uns aux autres. Quand les mutins prennent des fusions leur donnent de l'argent, les militaires qui ne sont pas mutins veulent bouger, ce sont les mutins qui vont leur taper dessus de ne pas bouger. Quand les gendarmes se lèvent pour dire que bon, on a donné aux mutins, nous aussi on veut, ce sont les forces spéciales qui viennent taper sur les gendarmes. Quand après eux-mêmes finissent et les forces spéciales se lèvent, bon, on ne sait pas qui va taper là-dessus, on arrange. Cette division, la classification, la segmentation de la société ivoirienne par groupe, c'est ce qui fait la force de ce pouvoir. Ce n'est pas l'opposant. Parce que l'opposant, lui, il aspire à prendre la place de celui qui est là-bas. Et si le peuple est très affaibli, bon, ce que l'opposition fait, parce que votre introduction semblait dire que chaque fois qu'il y a un problème, les opposants crient au loup. Ce que nous faisons, c'est beaucoup moins de crier avec les loups, parce que crier avec le loup ne peut pas sauver la bergerie. Hein. Ce que nous faisons à leader, c'est former le bétail au sens biblique du terme, former la population, former les gens à éviter les comportements moutonniers. Ça ne marche que parce que nous avons ce comportement. Les gouvernements nous divisent trop. Il y a ceux qui ont la terre, il y a ceux qui n'en ont pas, il y a ceux qui ont un emploi, il y a ceux qui n'en ont pas. Il y a les religions qui sont divisées, les ethnies divisées, le vocabulaire lui-même est un vocabulaire qui divise. Vous ne pouvez pas mettre plusieurs Ivoiriens ensemble pour mener une action politique commune d'envergure. Quand tout le monde est ensemble, on commence à se demander, toi tu es tout. Toi tu es tout.
Quand ça ne suffit pas, dans un village, vous dites qu'on va faire une action commune, on va commencer à classifier. Bon, les autochtones font leur action à part, les allogènes font leur action à part, les allochtones font leur action à part. Voilà la vraie faiblesse de ce pays. Et lorsque nous allons mettre l'idée républicaine au-dessus, lorsque nous allons mettre l'idée nationale, construire la nation, ce que la Constitution dit, la nation, alors en ce moment, peut-être que sans distinction d'ethnie, de religion, de tribus, de clans, on va se souder les uns aux autres pour mettre en place de bonnes institutions. À partir de là, n'importe qui pourrait être président sans inquiéter qui que ce soit ici. Et dans la phase actuelle, là, les plus brillants peuvent être les présidents les plus mauvais. Les gens les plus brillants, ils peuvent faire le plus de mal à un pays donné parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et les principes. Vous avez vu Donald Trump, vous pensez que ces contre-pouvoirs viennent d'où? De l'opposition? Non, ces contre-pouvoirs viennent de l'opinion publique américaine. La presse, les entreprises, les universités, les femmes, les jeunes. Si ça ne tenait qu'au parti démocrate, eux auraient été partis aux élections. Le tissu social n'est pas encore suffisamment armé pour faire face à n'importe quel apprenti dictateur dans nos pays. C'est avec ça qu'il faut rompre. Je souhaiterais avoir de plus en plus d'informations, déjà en ce qui concerne les démarches que vous entreprendrez après cette interview. S'il y en a, bien sûr. Non, il n'y a aucune démarche. J'ai regretté l'attitude du gouvernement. Demander aux journalistes de ne pas se laisser complexer et de continuer. Et aux populations, si vous laissez faire, ça commence par les journalistes. Mais c'est parti des opposants d'abord. Et puis, bon, tout le monde a regardé les opposants. Maintenant, ce sont les journalistes. Et puis après, on ne sait pas à qui ce sera le tour. Et un jour, on va tous se réveiller ici et puis dire, mais comment ça a pu arriver? Pas d'autre démarche. Proposer aux députés, proposer au gouvernement de faire quelque chose. Le gouvernement vous rassembler tout le monde. Vous mettez la presse là, télévision, radio, nationale, internationale. Vous donnez la parole au mutin. Votre problème, c'est quoi? Et puis devant le gouvernement, les journalistes vont poser des questions au mutin. Les mutins vont répondre, et puis le gouvernement va répondre, et puis on va voir quel a été l'arrangement. Ou bien alors la commission d'enquête parlementaire et la séance d'information parlementaire. Voilà les deux sources qui pourraient nous donner de vraies informations. Merci. Merci vraiment d'être venu. Le but de cette conférence de presse est rassurer les journalistes qui ne sont pas seuls. Et nous, quand ça nous est arrivé, on a pris des avocats. Quand on nous a arrêtés tous la nuit, là, on a pris des avocats et les avocats sont allés demander bon, c'est quoi cette histoire-là, où sont les dossiers, qu'est-ce que vous reprochez, bon, on le prend 3-0, on va voir clair là-dedans. Il faut trouver déjà un rempart. Deuxièmement, c'est pour leur dire aux autres, journalistes et non-journalistes, il ne faut pas qu'on se taise, ne vous taisez pas. Aujourd'hui c'est eux, demain ça peut être vous. Que vous soyez pro-gouvernement ou anti-gouvernement, ça peut vous arriver. Parce que les abus là, ça ne dépend pas de votre couleur politique, ça dépend des intérêts de ceux qui abusent. Si un jour vous n'allez pas dans le sens de ce qu'ils veulent faire, donc bien que vous soyez leurs proches, ils vous tapent dessus. Et puis troisièmement, demander au gouvernement d'arrêter d'accuser les autres, mais de mettre carte sur table et puis de transformer cette histoire de mutinerie en un débat public national. On n'a pas d'armée nationale parce que le gouvernement n'a pas été capable d'en créer. On n'a pas eu une réforme du secteur de la sécurité parce que le gouvernement n'a pas été capable d'en faire. On n'a pas eu un désarmement parce que le gouvernement n'a pas été capable de le faire. Bon, peut-être qu'il est temps maintenant, avec tous ces problèmes, de mettre tout ça sur la table et puis on va discuter, que les populations soient informées. Ça tire là même ses poils. Surtout que ceux qui tirent disent bien, on ne veut pas de changement de régime, hein. On ne fait pas de coup d'État, mais on gagne notre part, c'est tout.
Ça veut dire que, bon, or on n'a pas de mine d'or, de diamants, de nouvelles richesses là. Là où on va prendre pour leur donner, c'est nécessairement dans les poches de certains qu'on va les chercher. On n'a rien dit, on va se taire, on dira c'est leur affaire. On n'a qu'à leur donner leur argent et puis c'est fini, mais ce n'est pas leur argent, c'est votre argent. C'est votre argent. S'ils leur donnent lundi, samedi, vous payez les impôts. Il faut compenser. Et enfin, demander au Parlement de ne pas laisser comme ça aussi, de faire son travail. Les instruments sont là. On essaie de nous en sortir sans trop de casse. Il ne faut pas laisser la République s'écrouler, il ne faut pas la laisser aller vers la dictature. Il ne faut pas faire de coup d'État, il ne faut pas que le président s'installe comme un dictateur. Il faut trouver une solution et il faut parler, il faut qu'on se parle entre nous. Pas entre politiciens, mais entre le peuple de Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire, qui est une création de ce peuple. L'État n'est pas le maître du peuple. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens pensent que l'État c'est le maître. Quand l'État dit, on se couche. Et il ne faut pas. L'État c'est juste une instance mise en place par le peuple de Côte d'Ivoire pour gérer nos affaires communes. Pour ça, on cotise pour lui donner, on appelle ça l'impôt pour réaliser nos affaires communes. Mais ça ne fait pas de lui notre maître. Quand il vole notre argent qu'on lui donne là, il faut qu'on puisse parler. Quand il dilapide, il faut qu'on puisse parler. Quand il gère bien aussi, il faut qu'on puisse le dire. C'est à cela que j'appelle tout le monde. Je vous remercie d'être venus. J'espère que ceux qui sont arrêtés seront rapidement libérés et qu'il n'y aura plus d'autres arrestations et que l'on aille maintenant vers la vérité, la vraie. On a fait la réconciliation ici, ça n'a rien donné. On a dépensé de l'argent, il faut qu'on se parle, il faut qu'on mette 4 sur 4. Ce n'est pas la peine de déplacer le problème, ça ne conduit nulle part, parce qu'ils nous attendent devant là-bas. Il n'y a rien à faire. Voilà, pour vous remercier, bonne journée, passez une très très bonne semaine et bon courage à tous. Merci.